Quand on n'y connaît rien, l'image du pêcheur, c'est bien souvent celle de celui qui attend pendant des plombes devant un gros flotteur rouge en espérant le voir plonger. Mais bon, foin des clichés, la pêche c'est peut-être un peu ça, mais pas que, quand même. Absolument, Jeff. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant et passionnant de la pêche en eau douce. Pour Carte Mémoire, c'est Catherine Lemasson qui a fouillé dans les archives de l'INA. Elle a trouvé des documents tout à fait exceptionnels. Et vous allez le voir, en matière de pêche, les temps changent, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Et puis, Catherine, elle en pince, mais pour les écrevisses. La pêche de l'écrevisse, ce petit crustacé de nos rivières, est régie par des règles très strictes parce qu'il est pratiquement disparu de la plupart de nos cours d'eau. Le seul engin légal, c'est la balance. Alors la technique consiste à utiliser cette balance à laquelle on accroche un morceau de viande. Il n'est pas nécessaire que ce soit complètement pourri, bien que le faisandé soit plus attrayant pour ces charognards qui ont la tâche de nettoyer la rivière. C'est pas une pêche terriblement palpitante. Comme disent les militaires, au bout d'un certain temps, s'il y a l'inspiration, on sort la balance. Alors on tend la ficelle et on le sort d'un seul coup pour que s'il y en a une, elle n'ait pas le temps de se sauver à travers les mailles. Il faut beaucoup de chance pour capturer de quoi constituer un plat. Mais dans ce cas, quel régal! De son côté, M. Fournis ne comptait pas sur la chance pour remplir ses bassins d'écrevisses. Précurseur en matière d'astaciculture, il lui aura fallu 5 ans pour mettre au point sa méthode d'élevage. Nous sommes à Guéméné-Penfao en 1980. Que faites-vous là, M. Fournis? Ah là, je suis en train de préparer les abris pour les écrevisses, les fameux HLM. Vous les appelez des HLM? Les HLM, oui. Pourquoi Parce donc? que chaque écrevisse a besoin d'un trou séparément. Alors évidemment, il faut des abris pour chaque bête. Et alors, il faut des abris appropriés à la taille de la bête. C'est-à-dire pour les petites, vous voyez, les petits abris pour la première année. La deuxième année, il est comme ça, le diamètre plus fort. Et la troisième année, ceci. Et c'est du plastique? Ah, c'est du plastique. Ah bah oui, le plastique, je commence à le connaître. Ça fait 5 km 400 cet hiver en acier. Pour faire les abris de ces demoiselles. Et alors, elles se mettent une par... une par une. Et alors, le fait d'être dans l'abri, elles ont leurs pinces prêtes à se défendre contre n'importe quel attaquant ou prédateur. Ce ne sont pas les écrevisses de M. Fournis, mais une autre espèce, plus grosse et rouge, originaire de Louisiane, qui, échappée d'élevage, a colonisé la Brière en une dizaine d'années seulement. L'arrivée de cet intrus a bousculé l'équilibre du marais, comme nous l'expliquait ce pêcheur en 98. Cette écrevisse détruit toutes les œufs de poissons, de grenouilles, mange les petits alevins et se permet de faire des galeries très importantes dans le milieu naturel, dont le comblement des doues, des fossés et des canaux. Pour limiter l'expansion de l'écrevisse de Louisiane, il y a les prédateurs, canards, mouettes et autres hérons. Et puis il y a l'homme. Les briérons pêchent et mangent des écrevisses rouges, mais pas assez. Pour bien faire, il faudrait commercialiser. Oui, mais voilà, il y a un hic. Le briéron qu'on pêche, il le mange, hein. Mais il ne peut pas le commercialiser aujourd'hui. Il pourrait le commercialiser, mais il n'a pas le droit, il est classé nuisible. Aujourd'hui, vous avez le droit de le pêcher, vous avez le droit de le manger, mais vous n'avez pas le droit de l'emmener chez vous vivant. Donc il faut le tuer sur place. Il suffit pour cela de la châtrer, c'est-à-dire de lui tordre la nageoire du milieu de la queue et de lui arracher l'intestin. Pauvre bête. Mais gare aux énormes pinces. Il ne vous reste plus qu'à cuire vos écrevisses, préparer une bonne petite maille aux maisons et à table. Et devinez où on l'a pêché, notre invité? Dans le Loiret. Le département, hein, pas la rivière évidemment. C'est un pêcheur de Loire, fleuve longtemps emprunté par les hommes pour le transport fluvial. Le cours du fleuve a souvent été modifié pour en extraire du sable, mais il cache aussi bien d'autres secrets. Et justement, ce sont ces secrets qu'Ali Sali, guide moniteur à l'école de pêche d'Orléans, souhaite nous faire découvrir maintenant. Et oui, nous sommes à Orléans. Alors Ali, est-ce que Orléans est une bonne terre pour la pêche? On a quand même un beau fleuve, oui. La Loire, hein, et effectivement c'est déjà un bel endroit. Un beau terrain de pêche. Un beau terrain de pêche. Alors vous pêchez depuis toujours. D'où vous vient votre passion? Cette passion, elle est venue depuis l'âge de 5 ans. Hein, mon oncle m'a offert une canne en bambou à l'époque. Et j'avais donc un petit bassin de rétention d'eau devant chez moi. Et j'en profitais donc pour aller pêcher tous les soirs en rentrant de l'école.
Jusqu'à la tombée de la nuit. Et de fil en aiguille, c'en est devenu effectivement une passion de plus en plus importante. Une passion, puis aujourd'hui un métier. Également. Voilà. Également. Donc, est-ce que ça a changé en 30 ans la manière d'appréhender la pêche? La manière d'appréhender la pêche... Et l'image qu'on en a peut-être? Alors effectivement, pour ce qui est de l'image de la pêche, on a toujours actuellement cette image assez vieillotte de la pêche au cou. C'est-à-dire donc pêcher avec un flotteur et on attend que le poisson morde et qu'il coule. Donc ça, c'est une image effectivement assez vieillotte. Elle a évolué. Maintenant, on est plus sur des pêches sportives, moins statiques, plus itinérantes et qui demandent un peu plus de recherche. En fait, on n'est plus à attendre que le poisson vienne à nous, on va plus vers le poisson. Alors, il y a différentes manières, différentes pêches. Ah oui, tout à fait, oui. Bon, alors lesquelles, par exemple? On a la pêche, la pêche à la mouche, pour ce qui est de la truite, la pêche du carnassier, le sandre, le brochet, la perche, le black bass. Ensuite, on a tout ce qui est pêche de la carpe, donc qui sont devenus un petit peu plus électroniques, qui est une pêche que les jeunes aiment beaucoup. Oui, pourquoi, précisément? Parce que justement, il y a pas mal de high-tech, d'électronique, et ça, ça leur plaît. Mais quand vous dites qu'il y a du high-tech, de l'électronique, de quelle manière? Eh bien, dans le matériel. C'est tout simplement dans le matériel. Des détecteurs électroniques qui permettent donc de déterminer la moindre petite touche du poisson. C'est plus facile alors? C'est plus facile, non? C'est pas plus facile, disons que ça aide. Ouais. Ça aide, La pêche a évolué, maintenant on pêche de nuit, donc il a bien fallu que le matériel s'adapte également à cette nouvelle pêche. Alors, on parle des jeunes, moi je vous emmène beaucoup plus en amont, si je puis dire, de la rivière de nos images. On est en 67. C'est une leçon de pêche que je vous propose à l'ancienne et vous nous direz si ça a encore du sens aujourd'hui. Regardez. En 67, Pierre Popov, auteur inspiré de l'ABC de la pêche à la mouche, avait rencontré à Amboise le journaliste François Cresser à l'occasion de la sortie de ce manuel qui allait devenir une référence pour les pêcheurs du genre. La pêche à la mouche ne doit être ni réservée à une élite, ni à des acrobates. La pêche à la mouche est certainement l'une des pêches les plus passionnantes qui existent. Elle est entourée de poésie, malheureusement elle a été entourée également d'un halo de mystère qui fait que de nombreux pêcheurs, de nombreux futurs pêcheurs à la mouche du moins, ont peur de cette pêche parce qu'on a trop dit, on a trop insisté sur les difficultés. En réalité, c'est très facile, il suffit d'avoir un bon professeur et puis beaucoup de bonne volonté. Ça n'est pas le poignet qui doit travailler, c'est la canne qui doit travailler. C'est un défaut qu'on constate couramment, les gens forcent, alors qu'il faut pêcher tout en douceur, tout en finesse, tout en délicatesse. Et le poignet n'est là simplement que pour faire travailler la canne. Je souhaite maintenant à tous mes confrères pêcheurs que ce petit rond dans l'eau leur procure cette délicate émotion qui est celle du pêcheur à la mouche à la vue d'un gobage. Et c'est vrai qu'il est émouvant, Monsieur Popov, en costume cravate, au bord de l'eau. Bref, vous l'avez noté, tout est dans le poignet, mais faut pas forcer. Le mouvement doit être régulier, comme une horloge, et comme pour tout, c'est une question de temps, ou plutôt d'heure d'ailleurs. On reste en Touraine et c'est Michel Guillemin, ex-champion de France de pêche à la mouche, qui nous l'explique en 82. Alors, comme les vieux pêcheurs me disaient quand j'étais jeune, c'est 10 heures, 1 heure. Donc 10 heures pour le mouvement avant, 1 heure pour le mouvement arrière. Dépasser ces côtes-là, on arrive à taper la soie dans l'eau et derrière et devant. Démonstration avec le moniteur Jean-Paul Venot qui sévissait non loin de là. Et quand la ligne est étalée devant soi, à hauteur des yeux, à ce moment-là, on pose. D'accord. On va essayer. Allez, essaye. Voilà. Bas derrière, doucement, donne du fil. Bon. C'est encore mauvais. Problème, tu surveilles plus ce qui se passe derrière. Tu vas trop bas derrière, tu vas trop bas devant. La ligne touche l'eau derrière, touche l'eau devant et ça peut plus s'étaler. Si la persévérance et la patience sont les principales qualités du pêcheur, elles doivent être aussi celles du professeur. Le vieux père Squarneck, lui, n'en manquait pas. Son péché mignon, c'est le saumon, mais déjà en 74, il devait le pêcher davantage dans ses souvenirs que dans les eaux du Scorff en Bretagne. Ben, j'en ai sorti du saumon là, et puis j'étais tout jeune, j'étais tout gosse.
pas gosse, mais j'avais 18, 19, 17 ans, 20 ans. Et ben, à partir d'ici, jusqu'au Pont-Neuf, j'ai tué sûrement plus de 500 saumons ou 700, je sais pas, moi. Comment c'est maintenant? Ces années ici, il n'y a qu'en 72, j'ai pris une douzaine encore quand même. Alors en 73, j'ai fait ceinture, et cette année j'ai pris un, je l'ai pris plus bas là. Alors c'est tout. Le saumon se fait peut-être rare dans nos rivières, mais les étangs regorgent encore de belles pièces. Et tant qu'il y aura du poisson, il y aura des pêcheurs tranquilles et heureux. Alors, pêcher à la mouche, pour le dire aux plus jeunes, c'est quoi la mouche? Alors la C'est pas mouche, une mouche, hein? non, c'est pas une mouche, c'est une imitation d'insecte. Voilà, un insecte aquatique ou d'insecte terrestre, mais une imitation destinée à leurrer en fait le poisson, tout simplement. Voilà, il faut quand même l'attraper ce poisson. Voilà, tout à fait. Alors, on entend une technique très particulière. Quand même, votre réaction par rapport à ces 10 heures, 1 heure, cette manière de lancer, il y a des techniques à la française d'ailleurs. Voilà, donc effectivement, hein, c'est la technique qui est indiquée. On est plus sur de la rotativité du poignet. Hein, c'est le poignet et la canne qui travaillent. Maintenant, il y a effectivement une nouvelle technique qui est le lancer français, qui a été codifié donc par Jean Astier, et c'est une technique qui nous permet de l'apprendre à des novices, à la transmettre. Voilà. Avant, c'était les anciens qui le faisaient. Eh oui, mais voilà, donc c'était empirique. Ça reste une pêche assez technique, donc c'est pas évident de transmettre justement les informations. Et l'intérêt donc de cette nouvelle, de ce nouveau lancer français, c'est d'avoir cette facilité de transmission et de ne pas avoir de rotativité, contrairement à ce qu'on a vu dans le reportage. Mais pourquoi? La rotativité apporte une grosse boucle dans la soie, et cette grosse boucle, on l'a derrière et on l'a aussi devant. Et lorsqu'on a besoin d'aller chercher le poisson qui se trouve sous les branches en bordure, la mouche, elle se retrouve dans l'arbre. Donc la technique en fait de Jean Astier, c'est d'avoir une linéarité en fait de la soie pour avoir une petite boucle qui se permette de passer en fait sous les branches et d'avoir en fait ce geste. Ce geste, mais cette technique est très importante pour effectivement se faire plaisir aussi. Oui, très rapidement, c'est surtout mais ça. on est dans du sport là, d'une certaine façon, On un est peu dans plus. du sport, on est la dans du pêche sport, sportive. tout à fait. Et l'intérêt de cette technique, c'est de pouvoir justement arriver à attraper assez rapidement du poisson, alors que voilà, les anciens vous diront, avant d'attraper du poisson, il va falloir que tu passes du temps au bord de l'eau. Non, maintenant, il est possible d'accéder facilement à la prise d'un poisson avec ces techniques-là. Allez, on parle de technique, mais pas simplement dans cette émission, parce qu'on parlera aussi d'environnement, de pêche, de poissons, bien évidemment. On vous retrouve dans quelques instants. Tout de suite, Ali. Pour bien pêcher, il faut avoir le coup de main. Mais il faut avoir aussi du bon matériel. Pas besoin de courir très loin. Moulinets, cannes, mouches et leurres sont fabriqués dans nos régions, avec parfois quelques trouvailles révolutionnaires. Bien calé sur votre tabouret, casquette et musette à poste, il vous faut tout d'abord une bonne canne. Et hop, plus rapide qu'un lancer de mouche, nous voici en 66 à la manufacture Bourrian à Saint-Amand-Montrond dans le Cher. Ici, on fabrique des cannes et des moulinets depuis 1899. Oui, madame. Les bambous, importés du Japon, comme les roseaux géants le sont de Fréjus, voilà le matériau qui sera utilisé pour la confection de cet outil, de cette arme, indispensable aux taquineurs de goujons ou aux preneurs de brochets. Mais il faut aussi penser à la ligne, au fil meurtrier, qui d'un bout à l'autre de la canne courra docilement au gré de la demande. Et comme sur les poupées japonaises, une laque délicate et brillante apportera des reflets chatoyants, autant que le sont ceux de la perche ou de la brème. Et voilà bien d'autres tentations pour l'amateur des eaux prometteuses. C'est fou comme la pêche inspire nos journalistes et les chercheurs de nouveaux matériaux. Aux cannes en bambou ont succédé celles en duralumin, vite remplacées par la fibre de verre, puis par le carbone. Pour remonter le fil, le moulinet est indispensable. Là aussi, on innove chaque année. En 86, les ateliers Cap Mitchell, basés en Anjou, nous présentaient leur nouveau modèle. Mais la grande nouveauté 86, c'est sans doute un lancer coup de pouce qui devrait révolutionner les habitudes des pêcheurs. La différence essentielle, c'est le pick-up, qui est le pick-up traditionnel, qui est remplacé ici par un ergot. L'ergot, au moment de la rotation de la bobine, récupérant le fil exactement comme un pick-up classique. C'est clair, ça change tout.
Même année, l'entreprise de Boissy parachevait la fabrication de flotteurs dans son unité de production à Malicorne-sur-Sarthe. Premier stade de la fabrication, le travail du balsa, un bois très léger reçu d'Équateur. Il est débité et calibré en baguette à 2 centièmes de millimètre près. Les flotteurs ont pris forme, reste à leur donner une couleur. Ils sont entreposés dans des casiers, direction l'atelier de peinture. Là, on les imperméabilise, 3 couches d'encollage, 3 couches de blanc, avant d'obtenir le coloris final. Au total, jusqu'à 15 couches de peinture. Reste l'appât, mort ou vif, il est du cru. La Verminière de l'Ouest à Tremblay produit ses charmantes petites bêtes en différents coloris. Et si l'on opte pour l'artificiel, leurre et mouche sont la spécialité de la maison Ragot à Loudéac, dirigée en 90 par Hubert Guillois. Fin pêcheur, il s'attaque à une fine bouche, la truite. Elle aime ne pas mélanger les plats. Quand elle est rendue au dessert, elle veut pas revenir au hors-d'œuvre, etc. C'est un truc à la fois. S'il y a une forte éclosion d'un type de mouche à un moment, eh ben, on peut essayer de la distraire avec autre chose, ça l'intéresse pas. Si on lui amène, je sais pas moi, un saumon à l'oseille alors qu'elle est en train de manger des carottes râpées, elle va se méfier du saumon à l'oseille et préfère continuer sur les carottes râpées. Comme quoi elle n'est pas prête à gober n'importe quoi. Pêcher est un art et un sport à la fois, c'est aussi une industrie et dans ce domaine, nos régions sont légion. Avec ces images, on voit bien l'importance, en tout cas ici, de ce matériel. Il reste encore beaucoup de magasins d'ailleurs dans le coin, chez vous à Orléans. Ah, il y en a de moins en moins. Les petits détaillants, il y en a de moins en moins, il en reste un. Est-ce que quand même, le matériel, ça a de l'importance pour bien pêcher? Alors, le matériel, c'est un outil pour pêcher. Le matériel a évolué depuis le reportage. Donc, effectivement, on est passé donc du bambou à la fibre de verre, au carbone. Mais ça reste un outil. Le plus important, c'est quand même de passer du temps au bord de l'eau, d'observer, connaître le comportement du poisson et pouvoir donc ensuite adapter sa stratégie de pêche par rapport à ce qu'on a observé. Ça prend beaucoup de temps d'ailleurs de pêcher. Combien de temps passez-vous, vous, à pêcher par semaine? Alors, on peut aller pêcher sur une très courte session, pêcher juste 1 heure ou 2 heures. Tout dépend de quelle technique de pêche on va adapter. Pour pêcher la carpe, ça va être difficile. Il faut du temps. C'est une pêche d'attente et vraiment d'attente. Mais pour aller faire pêcher la truite ou le carnassier, voilà, 1 heure de pêche suffit. Il y a une nouvelle technique de pêche, esprit de pêche, disons, qui est le street fishing, où les gens vont pêcher, pêche de rue donc, où les gens vont pêcher entre midi et 2, lors du travail, ils sortent la canne à pêche, une petite boîte de leurre, et puis c'est parti, je vais pêcher dans la Seine ou dans la Loire. Très sympa. Voilà. Très sympa. Bon, écoutez, continuez à nous raconter ces jolies choses qu'on ne connaissait pas, finalement, peut-être pas le grand public. Et là, je vous emmène plutôt du côté d'un garde-pêche. Alors, le garde-pêche, est-ce que c'est le shérif du bord de l'eau? Vous nous direz. Ou est-ce que c'est un pédagogue ou shérif? À choisir, regardez. Pour la plupart de ces enfants des villes, c'est le premier contact avec la rivière, la pêche et peut-être, si la chance s'en mêle, le poisson. Il y a quelques jours, sur le tableau noir de l'école, les gardes-pêche leur ont fait un premier cours. Ce matin, on passe à la pratique sur les bords d'une petite rivière de Touraine. Donc on est venu pêcher la truite avec une canne à pêche. La canne, c'est ce qui est bleu là. La ligne, le fil, le flotteur, les plombs et un hameçon, ici. Alors ça pique, faut faire attention de ne pas vous piquer le doigt. Et oui, apparemment, la pêche, c'est simple comme un bout de fil. Alors maintenant, en route vers l'aventure. On pique le verre avec l'hameçon et on enfile le verre de terre sur l'hameçon pour dissimuler le fer de l'hameçon et on laisse dépasser que la pointe. Et comment on fait pour le lancer? Eh bien, tu vas prendre la canne, voilà, et tu vas lancer la ligne, tu lèves et hop, la ligne elle s'en va toute seule dans l'eau. La pêche, école de concentration, école de patience. Hop. Non, tu bouges pas, hein. Voilà, impeccable. C'est toi qui la prends, vas-y, ça mord pas, vas-y. Mais non. Tu viens de prendre ton premier poisson, quelle impression ça t'a fait? Ça fait peur. Et ça fait peur aussi de le toucher, c'est dégoûtant. J'espère en attraper un. Mais il y en a qui ont de la chance et il y en a qui n'ont pas de chance. Donc là, ils ont pêché les truites. Beaucoup d'enfants ne connaissent la truite que sur l'étalage du poissonnier. Ils n'en ont jamais pêché. Et c'est bien parce que ça va leur donner goût à la pêche, ça va leur donner l'envie d'y retourner surtout, c'est très bien.
Et puis en plus, ça leur permet de découvrir la nature, de voir que dans l'eau, il n'y a pas que des poissons, il y a de la nourriture, il y a des petites bêtes, il y a le respect aussi de la nature, il y a tout ça qu'il faut leur apprendre. C'est toute une pédagogie. Il se trouve que parfois, la pédagogie est nécessaire aussi pour les grands. Nous sommes toujours à Tours en 90 et Émile, garde-pêche bénévole assermenté, veillait consciencieusement au grain au bord de l'étang. Je suis bien le bon garçon, mais sur le bord de l'eau, je suis assez sévère. Alors quand ils me voient, des fois, mais il y en a même qui présentent déjà leur carte avant que j'arrive. Oui, monsieur le garde, je suis en règle. Bon, faites-le là ouvert. Ah, mais oui, c'est ça la question. Non, c'est beaucoup la police sur le bord de l'eau. Là, j'admets que les gens ils payent leur carte de pêche, c'est normal, mais qu'ils se respectent et puis qu'ils respectent les autres aussi. Quand il y a des pêcheurs qui sont tranquilles, comme on était sur le bord de l'étang, il y en a eu 2 ou 3 qui pêchaient avec un transistor. Je dirais, mon petit père, fermez votre bazar, laissez les pêcheurs pêcher tranquilles. Et puis alors, il faut savoir nager. Parce que quand on est assermenté, ils demandent les diplômes et les médailles. Parce qu'on peut vous foutre dans le bouillon. Hein. Il y a toujours des Rebecca sur le bord de l'eau. Oui, t'as vu tu me fais chier, je te fous dans l'eau. Ah ouais, doucement un peu. Soyez polis, moi je suis poli avec vous. Alice Ali, avec vous on parle de pêche. Est-ce que vous avez aimé nos images là de pédagogie, de transmission? Oui, j'ai bien aimé effectivement cette notion de transmettre un savoir, une technique. C'est assez important de garder ce lien entre les générations, bien que ça ait également un petit peu évolué. Oui, avant, on y allait avec l'oncle, le grand-père à la pêche. Aujourd'hui, il y a des écoles de pêche comme la vôtre pour transmettre. Voilà. Mais les enfants viennent facilement, d'ailleurs? Oui, ils viennent assez facilement. Bon, là, le Centre Orléanais a ouvert les écoles de pêche au mois de septembre dernier, donc c'est récent. Y a-t-il des filles? Il n'y a pas encore de filles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'avenir encore, sûrement. Non mais aussi, alors on le comprend, pour des raisons historiques, longtemps, la pêche a été réservée aux hommes, mais on pourrait imaginer aujourd'hui, dans notre société moderne, que les femmes pêchent. Oui, bien sûr. Il y a déjà, de toute façon déjà des femmes qui pêchent à la mouche, qui pêchent le carnassier au leurre. Bon, effectivement, elles sont minoritaires, mais ça a tendance à grandir. Et dans la législation, d'ailleurs, il y a eu une carte femme qui a été donc mise en place afin de faciliter donc l'accès de la pêche à la femme. Bon, alors la pêche est très encadrée. C'est quoi la législation? Elle est compliquée, complexe quand même? Elle est assez compliquée, en effet. Avant d'aller pêcher dans un secteur qu'on ne connaît pas, il faut toujours se renseigner au préalable, connaître la législation. Est-ce qu'il est nécessaire d'acheter une nouvelle carte ou pas? Quel poisson peut-on pêcher? Quel poisson on peut pêcher? Oui, parce qu'il n'y a pas d'ouverture de la pêche en tant que telle, comme il y a l'ouverture de la chasse, il y a l'ouverture d'une manière spécifique, c'est ça? Voilà, la pêche est ouverte tout le long de l'année, mais à l'intérieur, en effet, il y a des espèces de poissons qui vont être fermées pour telle ou telle période pour justement permettre la reproduction, tout simplement, donc, de ce poisson. Alors, reproduction, environnement, on va en parler aussi dans cette émission. Est-ce que la disparition de la civelle a fait aussi disparaître les anguilles? Je pense que oui. Allez. C'est incontournable. C'est incontournable, ça doit aller ensemble. Je vous emmène en Loire-Atlantique. Regardez. Il est loin le temps où la civelle foisonnait dans l'estuaire de la Loire. Vendu aujourd'hui à près de 500 € le kilo, cet alevin d'anguille, surnommé l'or gris, se fait de plus en plus rare et disparaît même des tables de la fête de la civelle de Bassindre, désormais rebaptisée Fête de la Loire. Alors l'anguille est-elle aussi menacée? En 1976, le journaliste Maurice Olivary s'était renseigné sur la question auprès du père Blanchard qui relevait ses bosselles sur le marais de Brière. Celles-là au moins auront réussi à revenir sur leur lieu d'origine. Cela fait 2 ans qu'elles ont quitté la mer des Sargasses, leur lieu de naissance. Leur première migration est terminée et dans les eaux du marais de Haute-Goulaine, elles vont devenir anguilles. Dans cette chaîne, dans cette boucle fermée, l'homme intervient à 2 niveaux. Au début, avec la pêche à la civelle, plus tard, avec la pêche à l'anguille. Mais pour que la chaîne ne soit pas interrompue, aucun maillon ne doit sauter. Pêcher trop d'anguilles et il n'y aura plus de civelle, pêcher trop de civelle et il n'y aura plus d'anguilles. Il y a aussi des pêcheurs de civelle dans la région. Oh, vous vous rendez compte les tonnes de civelle qui ont remonté la Loire, hein? La guerre est grande quand tout le monde est tué, va. Hein? Il y a de la place pour tout le monde? Il y a de la place pour tout le monde. Le fin chasseur, il sait où va passer le lièvre. Et vous savez où? Moi, je sais où quand j'aurai de l'anguille dans mes bosselles. On peut se tromper. Tout le monde peut se tromper dans la vie. Il n'y a que celui qui fait rien qui ne se trompe pas. Mais vous savez, quand on a l'amour de son travail, l'amour de ses loisirs, eh ben, vous allez dire qu'on met tous, sans le si peu d'intelligence qu'on peut avoir dans le si boulot, eh ben, on le met dans
Hein? C'est dit vrai avis- ou c'est dit pas vrai? À votre avis, il y a de l'anguille? Il y a de l'anguille. Et de l'anguille, il n'en manquait pas en 80 à Liéville-sur-Douve dans la Manche. Après avoir préparé une vermée, un appât de lombric enroulé sur un fil, ce couple de mordus mettait en pratique une technique imparable de pêche. Avec ou sans espoir, l'attente est toujours un moment que l'on respecte et que l'on goûte. Avec ou sans illusion, on répétera, puisqu'on est venu sur l'eau, ce geste lancinant, d'un bord à l'autre, comme la mécanique d'un balancier. En fait, il faut être attentif et rusé, parce que l'anguille qui a mordu la vermée ne peut pas couper le fil qui est à l'intérieur. Lorsque le pêcheur tire, elle maintient sa morsure tant qu'elle est dans l'eau. Mais sitôt hissée à la surface, elle va lâcher prise et s'enfuir. C'est alors, et à ce moment seulement, que le mouvement doit être vif pour la hisser dans le bateau. Et ça marchait plutôt bien, jusqu'à 200 anguilles dans la nuit que madame dépiotait ensuite pour mettre à griller dans la cheminée. Le reste, c'était pour les copains. Ali, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais elles sont formidables ces images. On a l'impression vraiment qu'elles sont d'un autre temps. C'est une pêche qu'on peut encore pratiquer. Le permis de pêche nous le permet, mais c'est vrai que c'est pas une pêche qu'on retrouve encore sur les bords de Loire. Mais ça reste une pêche sympathique. Car, intuitive et également sensorielle. Hein. Oui. On doit ressentir la touche pour pouvoir sortir l'anguille rapidement. Respectueuse du poisson. Respectueuse du poisson, pas d'hameçon. Donc ça reste une pêche sympathique. Ouais. Alors, vous m'avez parlé hors antenne du no-kill, ne pas tuer. C'est un état d'esprit qui vient de l'Angleterre et qui est important aujourd'hui. Oui. Pour les pêcheurs. Tout à fait. Hein. Le but étant toujours dans le respect donc, du poisson. De profiter, donc l'esprit du sport, donc de profiter de la prise du poisson, de pouvoir le relâcher. On a autant de plaisir à l'attraper que de le relâcher, ce poisson, pour pouvoir plus tard le rattraper. Alors, on l'a compris, plaisir, autoconsommation pendant longtemps, puisqu'on mangeait aussi son poisson. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la pollution des rivières et des fleuves, on continue à manger ces poissons d'eau douce? Alors, on se fait quand même plaisir aussi à pouvoir manger un cendre ou un brochet donc, durant un repas de famille. Donc le prélèvement est quand même nécessaire. Oui. Prélèvement raisonné. Alors c'est quoi le prélèvement raisonné d'ailleurs? Le prélèvement raisonné, c'est pouvoir se raisonner de prendre qu'un seul poisson, si on en attrape 4 ou 5, en garder un. Avec des tailles évidemment en respectant évidemment les mailles, réglementaires. Mais voilà, faire en sorte donc de ne pas remplir le congélateur et pouvoir remettre le poisson à l'eau. En France, on importe aujourd'hui entre 3000 et 4000 tonnes de cuisses de grenouilles, principalement d'Asie, également gros consommateurs. Mais retour maintenant dans les années 60, où l'on pêchait la grenouille dans nos mares et dans nos rivières, avec des techniques dont le secret était bien gardé. C'est rond, c'est vert, ça monte et ça descend. Qu'est-ce que c'est? C'est pas d'une grenouille, c'est un petit pois dans un ascenseur. Il ne manquait pas d'humour, ces pêcheurs de la Brenne que Loïc Mathieu avait rencontrés dans leur fief en 69. Encore plus fort! L'important dans la grenouille, c'est la cuisse. La Brenne, doux pays insolite où la nature a conservé tous ses droits, pays aux 1000 étangs où la pêche est l'une des ressources principales. Les habitants, bruns comme leur terre, vivants comme le vent de leur matin, vous parleront de ces jours où le tambour de Brenne vous assourdit. Le tambour de Brenne qui n'est autre qu'un concert de croassement de grenouilles, les guernouilles, les guernazelles, comme ils disent chez eux, comme ils le savourent, devrait-on dire. Passe-moi l'égouttoir. Père Jean, il y a quelques instants, nous étions près des étangs de la Brenne, on a pêché des grenouilles, et maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire de ces grenouilles? Eh bien, on les a dépouillées. C'est difficile de les dépouiller? Oh oui, c'est très difficile. Ça, c'est des spécialistes, des vieux pêcheurs de Brenne qui font le mieux ça. Pas si sûr. En 65, on a trouvé du côté de Passay, en Loire-Atlantique, d'autres spécialistes. Une fois pêchées par ces messieurs, les grenouilles se retrouvaient dans des mains expertes. Comme cette dame, plusieurs personnes du village séparent les cuisses qui seront mises en brochette. Vous en trouverez certaines sur les marchés, d'autres sont destinées au restaurant, car vous ne l'ignorez pas, les cuisses de grenouille sont une spécialité des pays de la Loire. N'empêche que la Normandie aussi fête la grenouille. Pour preuve, la fête de Rannes en 72, sous la pluie. Grenouille oblige, la pluie était au rendez-vous de la journée consacrée par la ville de Rannes, dans l'Orne,
à ce batracien dont nul n'ignore qu'il fait le temps mauvais. Comme chaque année, un nombre public était venu assister et participer aux différentes attractions, toutes organisées bien sûr sous le signe de la grenouille. Bon, c'est bien joli tout ça, mais ça ne nous dit pas comment se pêche ce batracien tant prisé. Retour à Lacey en 65 avec nos pêcheurs de grenouilles. Et voilà comment on pêche la grenouille. Regardez bien car il n'y aura aucune explication, non? Comme nous le dira un pêcheur, c'est un secret professionnel. Et comment se pêche la grenouille maintenant? Je vous dis bien, c'est un secret professionnel. Ah, c'est un secret professionnel. Ah oui, Il faut l'appeler, il faut bien. Bon, eh bien, je crois qu'on n'en saura pas plus. Le principal est de se régaler. Nous le savons bien, nous, les Français, les mangeurs de grenouilles. Tout comme l'Asie d'ailleurs, l'Allemagne et même le sud des États-Unis. Mais cet appétit croissant pour ce petit batracien pourrait bien lui valoir de disparaître à son tour. La pêche à la grenouille, alors c'est vrai qu'en France, on aime manger peut-être encore des cuisses de grenouille. Dites, on se pose la question du secret. Vous l'avez le secret de la pêche à la grenouille? C'est quoi enfin, Je ne dirais pas. Vous ne pouvez pas le dire? Si, allez, je peux on le dit dire. quand même, parce que c'est... C'est un petit bout de tissu rouge, tout simplement. Tout simplement, et ça Voilà. attire la grenouille. Ça attire la grenouille. Bon, dites, les pêcheurs professionnels, ici, il en reste combien à Orléans? Il en reste 2 dans le département. Dans votre Dans le département, département du Loiret. Ça paraît peu? C'est peu, tout simplement parce que c'est un métier difficile qui doit, disons que le pêcheur professionnel n'a pas le droit de faire d'autres activités à côté de ça. Donc il est obligé donc de pouvoir subvenir à ses besoins par sa pêche, qui néanmoins est très demandée par les restaurateurs. Oui, parce qu'il vend essentiellement aux restaurateurs ce poisson. Voilà. Tout à fait. Bon, ce poisson qui est encore un peu demandé quand même. Oui, les restaurateurs sont très friands de la friture de Loire. Très bien, c'est vrai que c'est très très bon. Bon, et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous dans votre école de pêche? Eh ben, qu'elle continue, d'avoir plus d'enfants, de plus en plus d'enfants, voire même d'adultes. Parce que c'est un les loisir. cours sont ouverts aux adultes également. Et c'est un loisir qui fait du bien, peut-être pour conclure, dans une société qui va vite? Voilà, tout à fait. Ça permet de retrouver un petit peu du temps à soi et pouvoir profiter donc des moments près de la nature. Merci beaucoup Ali Sali, merci pour la nature. Merci aussi à la Galerie du Lion qui nous accueillait ici. On peut y voir de magnifiques expositions, en particulier des portraits de nature. Merci aussi à Catherine Masson qui a préparé cette émission, aux équipes de France 3 Orléans, Emeline Letellier-Lot, réalisation Charles-Henri Flavigny, rédaction chef Laurence Postic. À bientôt pour une autre carte mémoire. Mais vous savez, quand on a l'amour de son travail, l'amour de ses loisirs, eh ben, vous allez dire qu'on met tous, sans le si peu d'intelligence qu'on peut avoir dans le si boulot, eh ben, on le met dans... Hein? C'est dit vrai ou c'est dit pas vrai? C'est rond, c'est vert, ça monte et ça descend. Qu'est-ce que c'est? C'est pas d'une grenouille, c'est un petit pois dans un